Est-ce aimer être aimé? Donc bonsoir et bienvenue pour les palabres autour des arts en Caribe. Comme d'habitude à Caribe, on est hyper content de recevoir les palabres autour des arts et notamment là ça fête la réouverture de la librairie après l'été et c'est particulièrement satisfaisant qu'en pleine rentrée littéraire on va vous parler de livres qui sont épuisés ou pas disponibles, ce qui marque un peu voilà, Caribe c'est pas forcément juste pour présenter la formule très vite pour ceux qui seraient nouveaux dans le public, on a une équipe de chroniqueurs qui vont présenter 4 livres sur le thème le romantisme en littérature africaine. Voilà, s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, pourquoi. A priori en général, je ne suis pas d'accord, c'est rigolo. On va faire ensuite une petite pause très vite de 5 minutes si vous voulez sortir, vous déborder les gens, boire, manger, c'était pas ça. Et puis ensuite on reçoit Gakoso qui vous présentera son livre Les Malades Précieux en forme un peu d'interview. Et enfin, la troisième partie, c'est un débat avec le public sur un thème toujours un peu polémique. Et voilà, ça me fait plaisir parce qu'en général, tout le monde participe. En route. Merci Anaïs. Bonjour à tous, bienvenue à notre 39e palabre autour des arts. Donc on existe depuis un petit moment et comme l'a joliment dit Anaïs, on vous présente des livres pour vous les faire aimer ou pas. Et ensuite on va recevoir donc Obambé qui va nous parler de son recueil de nouvelles, Les Malades Précieux. Alors sans plus tarder, je vais donner la parole à Toufat Moutar qui va vous présenter Les Fantômes du Brésil. Donc, bonjour à tous. Alors je vais vous présenter Les Fantômes du Brésil, qui est un roman de Florent Kwaozotti, qui est un écrivain béninois d'ascendance aussi brésilienne, né en 1964 au Bénin. Avant de parler de ce roman, il faut d'abord que je situe le contexte dans lequel il se passe, parce que c'est un contexte assez particulier, assez paradoxal. Il se trouve qu'au Bénin, il existe une communauté qui s'appelle la communauté Agouda. Et Agouda, c'est l'appellation portugaise d'une ville qui s'appelle Ouida, qui est au Bénin, et une ville dans laquelle il s'est passé quelque chose au milieu du XVIIIe siècle. Il s'est passé l'arrivée d'un négrier qui est venu du Brésil, de Salvador de Bahia, et qui est arrivé au Bénin pour établir un commerce d'esclaves, donc avec les esclavagistes présents sur le territoire. Donc il s'est reproduit là-bas, il a eu un fort succès sur le territoire et ensuite il est reparti en emmenant des Béninois donc réduits à l'esclavage au Brésil. Et 2 siècles plus tard, les descendants de ces esclaves sont revenus au Bénin, un peu comme les Sierra-Léonais, les Libériens, pour réétablir leur territoire au Bénin, pour retrouver la terre-mère. Mais ce qui se passe là-bas, pour des raisons diverses, ils ont établi une communauté à part. Ils se sont fait appeler les Agouda, donc selon le nom que les Portugais leur avaient donné. Ils se réclament descendants des négriers qui ont travaillé avec celui qui était venu en premier pour expatrier certains de leurs compatriotes. Donc il s'appelait Francisco Félix de Souza. Donc ils se réclament de lui. Dans chaque foyer Agouda, il y a une très grande photo de lui, glorifiée, vénérée encore de nos jours. Et ils ont une situation matérielle qui est assez importante par rapport à celle des Béninois de souche, on va dire, entre guillemets. Donc il y a toujours une certaine haine en fait, il y a une haine latente entre les deux communautés et un sentiment de supériorité en fait. Qu'ont les Agouda par rapport aux autres communautés du pays. C'est assez étrange, ils s'habillent comme des Brésiliens, les femmes s'habillent en chemise et longues jupes plissées, un peu comme les Brésiliennes, elles ont une certaine idée de l'élégance. Ils fêtent le carnaval en même temps que le carnaval de Rio, enfin, c'est vraiment un autre monde en fait qui s'est construit. Et c'est dans ce contexte assez paradoxal que va se dérouler le roman de Florent Kwaozotti, Les Fantômes du Brésil. Donc, les fantômes du Brésil, parce qu'à l'intérieur du roman, on a l'impression que le Brésil plane un petit peu comme un fantôme sur la communauté béninoise, parce qu'on a l'impression qu'il y a voilà, les descendants des Brésiliens qui étaient supérieurs, et on sent quand même cette présence fantomatique en filigrane. Et ce qui se passe ici, c'est que 2 personnes vont tomber amoureuses, 2 jeunes gens,
Pierre, qui est un habitant de Ouida, qui est béninois, et Ana Maria, fille de Juliana Domato, de Alvaro Ribeiro. Donc même dans les noms et prénoms, on sent quand même l'influence brésilienne. Et chez Pierre, on va sentir plutôt des consonances africaines. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Pierre et Ana Maria vont tomber amoureux et ça va être un amour à la Roméo et Juliette en fait, un amour vraiment interdit. Il est impensable pour les parents de Ana Maria de la marier avec un garçon qui vient du Bénin. Il est impensable pour les deux familles de s'unir. Donc ils vont devoir traverser des épreuves assez difficiles, sachant qu'Ana Maria a 3 frères, Eugenio, Fulgencio et Octavio, qui vont être contre ce mariage, qui vont tout déployer pour pouvoir l'empêcher. Et ils vont devoir en fait s'aimer malgré tout ça. Ils vont décider de mener de front leur amour en fait. Donc ils vont passer par plusieurs barrières, hein, du flic corrompu à la solde des Agoudas, parce que Ana Maria est promise à un riche commerçant Agouda qui a une richesse un petit peu douteuse. Ils vont passer par les frères de la jeune fille, ils vont passer par plusieurs obstacles avant de pouvoir s'aimer. Et ce qui est assez particulier dans ce roman, c'est qu'il est écrit de façon très poétique. La ville de Ouida devient un personnage en fait. La lune est décrite comme un ongle verni d'or, le soleil comme une boule de plomb qui assène sa part de plomb sur la ville. Enfin, c'est assez poétique, c'est très sensuel dans le sens où tous les sens sont sollicités en fait pour bien sentir la lourdeur de cet amour-là. Et à la fin, on ne sait pas en fait. On ne sait pas du tout, je ne vais pas vous la dire, mais on ne sait pas, voilà, est-ce qu'ils finissent par s'aimer, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont... On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est une très très belle histoire d'amour sur un contexte un peu... Moi, le ressenti que j'ai eu du contexte, c'était un contexte un peu écœurant en fait. Parce qu'on se dit, ils vont se réclamer d'un négrier qui est supposé avoir expatrié leurs ancêtres. Donc ils vont se réclamer de lui, c'est leur ancêtre, ils vont le prendre pour un élément de supériorité. Enfin voilà, ça m'a un petit peu choquée, mais l'histoire en elle-même, elle est très émouvante. Donc je le recommanderais. On ne l'a pas sur place, non. Mais voilà. Alors j'ai une question, parce que Roméo et Juliette met en scène 2 familles qui appartiennent à peu près à la même classe. Tout à fait. Là, on a le garçon qui vient d'une classe qui est méprisée par les Agoudas. Alors lui, justement, quel regard il a sur cette communauté Agouda? Comment il vit Alors en fait, dans le roman, il y aura un mélange de défis au départ. Au départ, ce sera comme un défi, je vais conquérir la petite fille des riches. Mais c'est après que ça va basculer vers un amour vraiment sincère, une passion, les passions un peu suicidaires. C'est vraiment après que ça va basculer là. Mais au départ, c'est vraiment ça, c'est vraiment un défi. C'est, tiens, elle se croit, voilà, pour qui elle se prend, je vais... mais bon. Au final, ça va finir par être... C'est là que c'est beau, en fait. Ça va devenir une vraie romance après, mais une romance contredite, on a un peu peur en fait en tournant les pages, on a un petit peu peur de la manière dont ça va, on ne sait pas, on se demande, c'est tellement beau, mais comment est-ce que ça va finir en fait. Donc c'est un beau c'est un beau challenge, c'est un beau roman à lire, c'est parfait pour passer des nuits blanches. Et voilà, et puis pour découvrir surtout pourquoi cette communauté-là des Agoudas reste autant en retrait en fait. Parce qu'on explique aussi, il ne faut pas oublier que l'auteur est afro-brésilien. Donc c'était une introspection pour lui. Kwaozoti. Ah bon? Il a des ascendances afro-brésiliennes apparemment. Et donc ça va être une certaine introspection vers ses origines. Et on le ressent à travers le personnage féminin aussi. Ça va être tomber amoureuse de quelqu'un qu'elle est censée mépriser, qu'on l'a éduquée à mépriser. Pour elle, ça va vraiment être un travail intérieur très très profond en fait. Donc c'est vraiment là qu'on a que se trouve le nerf du roman. Je ne vais pas le révéler, mais c'est vraiment à lire. Je le recommande en tout cas. Est-ce qu'il y a des... C'est un roman assez douloureux, mais à voir, à lire.
Bon, on va rester sur cette vague de romantisme hein, dans la littérature africaine. Et c'est moi qui vais vous présenter un roman de Kadi Han qu'on appelle Le collier de paille. Alors nous avions déjà reçu Kadi Han au Palabre il y a à peu près 2 ans pour son dernier ouvrage Des fourmis dans la bouche. C'était une palabre assez intéressante parce que c'est une auteure très dynamique. Et la lecture de ce livre est à l'image de ce que j'avais déjà entreaperçu de l'auteur. Alors c'est une histoire qui se passe à Dakar au Sénégal et c'est une jeune femme de 25 ans qui travaille dans une ONG qui est d'une bonne famille, hein, qui est issue de la bourgeoisie locale. Ses parents, ils ont eu qu'un seul enfant, donc cette jeune femme, elle est en couple et heureuse en ménage. Et elle va devoir aller en mission à l'intérieur du pays, dans un village. Et dans ce village, en fait, elle va avoir un coup de foudre. Et elle va donc tomber follement amoureuse d'une personne qui est... alors ça paraît assez choquant de le dire comme ça, mais qui est vraiment à l'opposé de sa culture. En tout cas, les acquis que lui ont donné ses parents, qui sont déjà dans un mariage monogame. Et elle-même se trouve dans un mariage monogame. Et elle est dans un environnement où les valeurs du mariage sont vraiment plébiscitées. Elle a une idée assez arrêtée du mariage. Et ce coup de foudre, en fait, va lui faire remettre en question tous ses acquis. Parce qu'elle va tomber amoureuse déjà d'un fils de paysan, qui est le chef du village. Et il se trouve que ce fils de chef de village est polygame. Et il a déjà plusieurs femmes. Mais elle va tomber passionnément amoureuse de lui. Elle va consommer allègrement son adultère. Et en fait, ça va perturber énormément sa relation de couple. Et ça va remettre en cause en fait tout ce qu'elle avait comme conviction par rapport à sa culture et à ses acquis par rapport au mariage. Alors, je ne vais pas vous raconter le livre parce que je ne vous dirai pas l'issue, donc, si elle va consommer son adultère au point de quitter son mari et de se mettre avec ce jeune monsieur qui est déjà dans un foyer polygame. Moi, l'impression que j'en ai retirée, c'est un livre un peu féministe, hein, on va dire. Hein. Beaucoup de femmes se reconnaîtront dans les émois que l'auteur exprime. C'est un livre qui est écrit à la première personne. Et le livre commence, la jeune femme, elle est dans la cour en fait, et puis elle est dans une espèce de rêverie amoureuse, là où elle s'imagine, elle se rappelle son amant, et blabla, et blabla. Donc il y a beaucoup de côtés que j'ai trouvé un peu gnangnan. Ce qui est assez intéressant, c'est que elle plante vraiment la culture du Sénégal, elle explique des choses par rapport à la polygamie, elle donne un regard sur la polygamie, et elle explique aussi... Elle parle beaucoup de la place de la femme en fait dans le couple et dans son introspection elle s'interroge beaucoup en fait sur est-ce que être en couple finalement ça permet d'être heureux, est-ce que le bonheur ne se trouve pas ailleurs, est-ce que c'est pas simplement une norme sociale qui nous fait nous satisfaire. Elle a énormément d'introspection par rapport à ça, mais bon, c'est pas une personne à laquelle je me suis identifiée. Mais dans tout ça, c'est un livre très beau, assez poétique, l'écriture est poétique. Pour ceux qui aiment la rêverie et les choses un peu à l'eau de rose, voilà, il y a de quoi être satisfait dedans, même s'il n'y a pas que ça. Bon, Réassi l'a lu, donc vous allez avoir sa contradiction. C'est pas forcément en contradiction à ce que tu as présenté, mais Le collier de paille est tout sauf un roman à l'eau de rose, ça c'est sûr. Parce que c'est un roman, oui, c'est un roman qui a des relents féministes, mais il ne faut pas le dire à Kadi Han parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce discours. Donc Joss, tu couperas ça pour que je n'ai pas de problème avec ma grande sœur. Il n'est pas... Pour moi, un roman à l'eau de rose, immédiatement, je pense aux Arlequins, à la collection Eudora, c'est-à-dire des romans qui se terminent avec un happy end. Or, là, on n'est vraiment pas de ça. On n'est pas dans ça dans le sens où on a une femme
qui déprime au début du roman. On ne sait pas pourquoi elle déprime. Elle est plongée dans une forme elle est repliée sur elle-même et elle est dans une sorte de réflexion, une introspection comme ça. De rêverie. Mais et elle a un homme qui l'aime, un homme qui appartient à sa caste, à son milieu culturel. C'est un journaliste ils ont un foyer qu'on peut considérer comme faisant partie des classes moyennes, voire des classes supérieures à Dakar. On peut préciser que c'est un bel homme aussi. C'est très intéressant, c'est-à-dire que on peut dire que sur tous les critères, elle est d'une certaine manière comblée. Elle a un homme qui l'aime, qui est performant, qui ramène, il est le chic, le chèque, le choc. Il est tout ça. Et au fur et à mesure qu'on remonte pour comprendre le malaise, en fait, on voit déjà qu'elle a très mal vécu le mariage coutumier. Donc c'est une jeune femme qui est déjà en opposition avec le système oppressant de la société sénégalaise, en tout cas pour les femmes. Et il n'y a qu'à lire les romans, la grande littérature des femmes au Sénégal pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et ce roman s'inscrit vraiment dans la continuité de Ken Boukoul, de Mariam Abba et d'Aminata Sofal sur ces sujets. Là où c'est très intéressant, c'est que donc, dans ce rejet du système, le coup de sang qu'elle va avoir en rencontrant un paysan à l'intérieur de la Casamance, à un endroit où elle est en mission, le contexte de la mission, c'est que c'est elle qui dirige un projet humanitaire et elle est entourée d'hommes qui rejettent son autorité. C'est un contexte très important. Et quand elle va rencontrer cet homme cet homme cristallise sur lui un peu le désir d'envoyer valser toute cette société machiste. Et en même temps, l'absolue contradiction, c'est qu'elle va se soumettre à un homme polygame, dans le cadre d'une relation passionnelle. Donc c'est un roman qui est très complexe pour moi. J'ai eu du mal à comprendre quel était le propos de Kadiane. Est-ce qu'elle célébrait l'adultère? Est-ce qu'elle le portait au nu? Parce que c'est très troublant. Un homme qui lit ce roman se dit il faut vraiment, parce que le garçon il fait tout pour sa femme, et quand tu vois ce que Kadida Anne dit tu te dis bon, mais ce n'est qu'un roman, soyez rassurés, lisez-le et faites-vous une idée. On a deux avis qui sont pas forcément convergents, mais je pense que tu entends aussi ce que oui, je suis d'accord en partie avec ce que tu dis. Après, mais on peut pas dire que c'est un roman à Londres. Sa rêverie du début, là, je dors, je l'imagine, je le touche, c'est très imagé. Et c'est comme ça tout du long, en fait. Son amant lui manque tellement qu'elle ressent le manque de manière physique. Elle rentre dans une semi-dépression au départ, sans vous raconter le livre, mais elle est vraiment malade d'amour. Et ce coup de foudre, qu'on appelle coup de foudre, mais moi je dirais plutôt coup de sang, parce que ça a été une attirance physique qui l'a porté vers ce jeune homme au départ. Et pendant longtemps, en fait, ça va rythmer ses actes et ses décisions. Or, comme il l'a dit à juste titre Réassi, elle avait un couple parfait, entre guillemets, elle était établie dans sa vie de couple, elle était satisfaite, et à cause de cet élan physique, elle va commencer à remettre en cause certaines choses. Et même dans sa dépression, elle ne s'alimente plus, elle est dans un état semi-catatonique. Moi, je vais dire, voilà, c'est ce côté-là que je trouve gnangnan, en fait. Parce que, bon, tu peux le faire 2-3 jours, mais... si je peux juste rajouter quelque chose, puisqu'on est sur le thème du romantisme, je pense que Kadiane a réussi une performance d'un point de vue littéraire, c'est-à-dire mettre en scène le coup de foudre, c'est pas évident. Et là, franchement, la rencontre de la jeune intellectuelle qui vient de Dakar avec ce paysan qui travaille son champ, c'est quelque chose de... Enfin, personnellement, c'est un des
c'est un moment littéraire pour moi. C'est un moment littéraire, une très belle description. Et puis après, il y a la rencontre aussi avec cet homme-là, donc il y a un rapport très compliqué entre deux mondes qui s'effondrent. Voilà, donc en tout cas, on espère que ça vous donne envie de le lire. La lecture, même si je l'ai trouvé gnangnan, je l'ai bien aimé. Et Réassi vous a dit plein de choses intellectuellement soutenues, intéressantes dessus. Donc on vous invite à le lire, Le collier de paille de Kadi Khan. Et dites-nous s'il est gnangnan. Voilà. En fait, va vous présenter Deuxième femme de Caroline Pochon. Alors, on va aller beaucoup plus loin dans la rencontre des deux mondes et dans la passion amoureuse. Je n'appellerai pas ce livre une romance, mais plutôt l'histoire d'une passion dévorante en fait. L'histoire va commencer à Caen, où Hortense, l'héroïne, alors je précise juste qu'il s'agit d'un récit autobiographique, donc ici l'héroïne s'appelle Hortense, mais en réalité c'est bien Caroline Pochon qui est l'héroïne de l'histoire. Et elle vit à Caen où elle a des rêves d'ailleurs, des rêves des idéaux, des rêves de liberté. Et c'est une jeune réalisatrice qui a environ 25 ans et qui trouve que son milieu est un petit peu trop étriqué entre son papa qui est trop sévère, sa maman qui est un peu mère poule. Donc elle a l'impression d'étouffer en fait dans ce milieu. Et ce qui va lui permettre de s'évader, c'est déjà d'une part son voisinage africain. Donc elle a un voisinage des voisins qui viennent d'Afrique, de différentes Afrique, et avec eux, elle va vivre un petit peu un aperçu de cet ailleurs qu'elle recherche. Et ça va la pousser en fait dans ses réalisations de courts-métrages à réaliser des histoires, des histoires un petit peu liées à l'Afrique. Et c'est ça qui va la pousser à participer au FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Et là va commencer l'intrigue, donc la passion qui va l'attirer vers les profondeurs d'elle-même. Elle va rencontrer Seydou, un jeune cinéaste sénégalais, qui partage à peu près les mêmes idéaux qu'elle. Et là aussi, la scène de la rencontre est très intéressante parce qu'elle est en train de participer en fait à des conférences sans grand intérêt pour elle, un petit peu banales. Et à un moment donné, elle va voir Seydou qui se lève au milieu de l'assistance et qui va se mettre à parler et à déclamer des phrases qui correspondent à ses idéaux à elle en fait. Donc elle va, l'Afrique se doit se libérer, etc. Et donc du coup, elle, ça va lui parler. Et ils vont, à partir de ce moment-là, partager une passion qui est un peu caractéristique des hommes et des grandes histoires d'amour fondées sur des idéaux. Et cette passion-là va la pousser à ne pas utiliser son billet retour pour Paris, en fait. Donc elle va décider de le suivre et de partir à Dakar avec lui. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois arrivé à Dakar, avant d'arriver à Dakar, Seydou lui dit « Attention, j'ai une épouse ». Donc là, on parle de polygamie. J'ai une épouse, j'ai déjà une épouse à Dakar, qui s'appelle Awa, qui est là. Et est-ce que tu accepterais de devenir ma seconde épouse ? Donc Hortense va dire oui. Et c'est drôle la manière dont elle le décrit, ce qu'elle dit. Enfin, c'est drôle. C'est assez, c'est saisissant en fait, parce qu'elle écrit ce livre comme un carnet de bord. Donc elle ne va pas émettre d'avis, de révolte. Elle va simplement dire je l'aime tellement que oui. Donc elle va y aller. Et elle va le suivre à Dakar. Et en arrivant à Dakar, elle va rencontrer Awa, la première épouse de son mari. Et elle va se rendre compte que Awa est enceinte de plusieurs mois. Chose que son mari ne lui a pas dit, a omis de lui dire. Et elle va également se rendre compte que la première épouse n'est pas au courant que le mari voudrait l'épouser elle. Donc il va y avoir un premier malentendu. Ensuite, elle va devoir passer certains rites qu'on impose à la seconde épouse, pendant lesquels, par exemple, l'un des rites, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui vous entourent et qui vous crient dessus, qui vous disent, voilà, tu nous voles notre mari, tu nous voles notre homme, t'as pas à venir là, t'es nul, tu es sale, tu es moche, etc. Et la femme qui va rester après ce genre de rite, si une femme reste, c'est qu'elle a vraiment alors l'expression qu'elle utilise, c'est qu'elle a la moelle de rester. Si elle reste, c'est qu'elle est assez forte pour rester.
Et donc, elle, comment elle va l'expliquer? À un moment donné, il y a une scène dans le roman où il y a une jeune femme qui craque, en fait. Non, un jeune homme plutôt, qui est le neveu de Seydou, son mari, et qui craque, qui se met à pleurer, qui dit ben, tu vas nous voler notre Seydou, c'est notre, voilà, c'est notre homme, c'est celui qui s'occupe de nous, c'est un peu le patriarche dans la concession familiale, puisqu'elle va vivre à côté. Et elle dit ben, en fait, je l'aime tellement, que j'ai tellement de passion pour lui que je veux passer tous les rites, je veux réussir tous ces rites de passage de la seconde épouse et être femme à ses côtés, même à temps partiel. Donc là, va s'instaurer elle va vivre la réalité de la polygamie, parce que c'est la passion, tout ça, bon, c'est bien gentil, mais après, le rythme, c'est quoi? C'est par exemple, il faut que Seydou passe 2 jours avec sa première épouse et 2 jours avec elle. Donc elle va connaître ce rythme-là. Il faut aussi que chacune, les 2 femmes vont se partager les tâches ménagères, elles vont se partager le repas, elles vont se partager, en plus du mari, les dépenses familiales. Donc il faudra qu'elles subviennent. En plus, c'est la réalisatrice qui vient de France, donc qui est arrivée avec des conditions de vie matérielles plutôt élevées par rapport à ceux qui sont là, à sa nouvelle famille dans laquelle elle va être entièrement admise. Donc elle va devoir subvenir aux besoins de toute la famille, beaucoup plus que les autres, puisque c'est elle qui en a les moyens. Elle va petit à petit se lier d'une amitié étrange avec la première épouse, une amitié fondée un peu sur leur détresse commune. Enfin, c'est vraiment, c'est très intense. Et cette aventure va durer 2 mois en fait. Donc le livre est vraiment l'histoire de ces 2 mois de relations intenses, d'expériences, de rencontres. On est vraiment dans la rencontre entre 2 mondes en fait. On a vraiment 2 mondes on a l'impression d'une plongée et d'un feu en fait. Moi c'est l'impression que ça m'a donné, c'est que on a l'impression qu'elle brûle. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant à propos de cet ouvrage, de cette histoire, c'est qu'elle a essayé de l'écrire une première fois, une fois après être partie. Elle n'a pas réussi. Elle a réessayé encore et elle a fini par faire un documentaire. C'était en 99. Et dans le documentaire, elle a fait jouer son ex-mari, puisqu'ils ont gardé le contact. Elle a gardé le contact avec la famille et elle l'a fait jouer dans le documentaire. Et il y a une espèce c'est la couleur rouge qui domine en fait dans l'aspect visuel du documentaire, et ça m'a donné cette idée-là du feu en fait. C'était vraiment très... et ce qui est intéressant, c'est de vivre l'expérience de cette jeune femme qui ne connaît rien à la polygamie, qui ne connaît rien aux traditions qui se pratiquent ailleurs que dans son milieu d'origine, et qui a envie d'ailleurs, et qui va finalement s'apercevoir que l'herbe a toujours l'air un peu plus verte à côté, mais finalement... voilà, on a un peu tous les mêmes difficultés. Donc elle ne va émettre aucun jugement, c'est ce que j'ai apprécié, mais ce n'est pas pour autant que je m'identifie, ce n'est pas pour autant que je me dirais voilà, apte à vivre la même expérience ou à m'y identifier, parce que c'est assez... la manière dont elle le décrit, on sent qu'elle est emportée par sa passion en fait, et qu'au nom de la passion, elle va vraiment aller jusqu'au bout d'elle-même, jusqu'à l'extrême. Et au risque parfois de sa propre vie en fait. Donc c'est très, très intense, c'est pour ça que je l'ai appelé plutôt passion dévorante que romance. Est-ce que c'est romantique? Non, c'est vorace, on va dire. Les phrases sont sont crues en fait. C'est pas, pour le coup là, il n'y a pas la rêverie, il y a plutôt... une certaine, c'est vorace, c'est un peu féroce, je vais tout faire pour l'avoir, pour l'obtenir, je veux être femme à ses côtés, etc. C'est vraiment, voilà, c'est la guerre extérieure et intérieure en même temps. Est-ce qu'il y a de la colère dans l'écriture? Parce que quand on lit Kadiane par exemple, dans Les fourmis dans la bouche, mais même dans celui-là aussi, ouais. Il y a de la colère, elle écrit, il y a une révolte contre voilà. Est-ce que ça se traduit, elle arrive à... Non, il n'y a pas de... il y a de la force dans sa passion, il y a la passion, mais il n'y a pas de colère en fait, il n'y a pas de... C'est pour ça que je disais qu'elle n'émettait pas de jugement en fait, à aucun moment on va sentir une vraie rébellion, peut-être au début quand elle va voir le rite de passage, elle va d'abord, quand elle va décrire la femme de Seydou le jour où elle l'a rencontrée, elle n'est pas belle, elle a un gros ventre, il est énorme, etc. Mais au fil de l'histoire en fait, elle s'adoucit, il n'y a plus de colère, il y a plutôt elle va plutôt vivre cette expérience vraiment de l'intérieur en fait.
elle va analyser ses moindres émotions. Parfois, c'est un peu, on a l'impression qu'elle est la spectatrice de ce qui se passe. Mais voilà, elle va vivre ses émotions comme une spectatrice et les décrire au maximum, mais sans... c'est vraiment un carnet de bord, en fait. C'est vraiment 2 mois de ma vie. Voilà, ça me hante, j'ai besoin de les extraire. Et on a l'impression qu'elle-même, parfois, elle est un peu étonnée par la manière dont elle l'a vécu. Mais c'est assez intéressant, parce que pour moi, par exemple, pour une femme comme moi qui vit dans un contexte social où la polygamie se pratique de temps à autre, et qui suis plus ou moins révoltée, ou qui n'accepterait pour rien au monde ce genre de contexte, c'est intéressant, en fait, de voir le point de vue d'une personne qui n'a à aucun moment vécu dans ce contexte-là et qui le rencontre comme ça, en fait. C'est intéressant parce que du coup, on se dit, elle le rencontre de plein fouet, ce contexte-là. Elle n'a pas... C'est 2 mois. Oui, bon. C'est fou. C'est pas tout elle a une porte de sortie. Elle a une porte de sortie, oui. Puis elle a une certaine liberté, elle a des avantages. Oui, mais bon, elle a eu une formation accélérée quand même. Ça avait l'intensité d'une formation accélérée. Ça, c'est sûr. Après, elle a eu des avantages. Elle a découvert la société africaine. Elle a plus de liberté pour parler avec les hommes autant qu'avec les femmes, quand il y a une assemblée où les gens discutent, c'est les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Et elle, en tant que seconde épouse, donc elle compte pas tellement, et en tant que personne qui n'est pas du milieu, du coup, elle arrive à circuler librement, puis elle est réalisatrice, donc ça va. Mais quand elle parle du fait qu'il passe 2 jours avec l'autre, elle a du mal à ne pas y penser, c'est assez... Avant qu'on avance sur la dernière chronique, est-ce qu'elle donne un point de vue sur est-ce qu'elle se positionne sur la polygamie? Pas dans le livre. Elle va se positionner dans les différentes interviews qu'elle a, et puisque du coup elle a attisé ma curiosité, je voulais voir un petit peu et dans les interviews qu'elle donne, elle dit que c'est, en tant que Française, elle s'y oppose, mais elle dit que elle comprend que ce soit un système qui soit établi et qui puisse arranger certains, en fait. Elle prend un certain recul dessus. Elle ne se prononce pas du tout en tant que femme là-dessus, en disant voilà, c'est révoltant, je refuse. Du tout. Bon, on va terminer sur une petite note un peu plus romantique. On va parler des frasques des Binto qui n'est pas sur la table, ce qui est assez difficile à obtenir à la vente. Mais on l'a lu quand même pour vous. Et les frasques des Binto, c'est un roman qui a été écrit par un Ivoirien qui s'appelle Amadou Koné, qu'il a écrit lorsqu'il avait 18 ans. Alors, c'est un roman qu'on peut mettre dans de jeunes mains parce que c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Binto, donc, qui est un jeune Ivoirien. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Et Binto est élevé dans un foyer monoparental par sa mère qui s'occupe donc de lui et de ses frères et sœurs. Et c'est un jeune homme dynamique qui bosse très dur à l'école et qui a envie de réussir dans ses études. Et il a comme amie d'enfance une jeune fille qui s'appelle Monique et qui va grandir avec lui en fait pendant une bonne partie de son enfance. Il y a des circonstances de la vie qui vont faire qu'ils vont se perdre de vue à un moment. Et à un moment de sa vie, Binto retrouve Monique, son amie d'enfance, qui en fait était secrètement amoureuse de lui. Et Monique va, par un certain concours de circonstances, se jeter dans ses bras. Ils vont avoir une très brève idylle dont elle va sortir enceinte. Alors le jeune Binto va se retrouver dans une situation pas très agréable parce qu'en fait Binto avait une petite amie dont il était amoureux et qu'il avait rencontrée à l'école, une jeune fille de bonne famille avec qui ils avaient de grands projets. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Amadou Koné, du haut de ses 18 ans, il pose la problématique du triangle amoureux en fait. C'est un jeune adolescent qui découvre les premiers émois, qui par concours de circonstances s'est retrouvé à avoir une brève idylle avec son ami d'enfance qu'il n'aime pas, mais qui l'a attiré physiquement à ce moment-là, et qui a lui de l'amour pour une autre personne. Sauf que Monique étant enceinte, dans la société d'alors, Binto se retrouve obligé de prendre ses responsabilités
et de ne pas laisser Monique seule avec son enfant. Donc il va devoir l'épouser à son grand désespoir et laisser échapper en fait son véritable amour. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que Binto va devoir travailler pour s'occuper de sa nouvelle famille et il va effectivement devoir enterrer ses rêves. Et ça va donner un personnage très aigri qui va maltraiter Monique. Je ne vous raconte pas le livre parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dedans. Moi, je l'ai lu personnellement la première fois étant adolescente, donc il y a de ça une vingtaine d'années. Et c'est un livre qui m'a profondément marqué. Donc quand on a dit qu'on allait faire cette palabre, parce qu'en fait, à l'époque, ça correspondait à ce que pouvaient ressentir les adolescents. En fait, c'était un livre qui expliquait très bien les émois amoureux et les questions qu'on peut se poser à ce moment-là, et surtout qui rendait les choses assez sérieuses, parce que Binto, en fait, c'était un jeune homme qui avait son avenir tout tracé, qui travaillait dur pour aller dans cet avenir, et qui, par un concours de circonstances, va se retrouver ramené dans la condition qu'il voulait fuir, en fait, en devant arrêter ses études et travailler pour prendre en charge son foyer, en plus d'une personne qu'il n'aime pas. Parce que lui, il aimait quelqu'un d'autre, mais il va devoir se responsabiliser. Et j'avais trouvé ça assez particulier parce qu'il n'aimait pas Monique, mais il va devoir rester avec elle. Et il ne va pas essayer de tirer le parti de cette situation, il va devenir aigri en fait. Et à côté de ça, la jeune femme qu'il aimait beaucoup, il ne savait pas en vérité s'il allait être heureux avec cette jeune fille-là. Mais le simple fait d'avoir ses rêves, d'avoir vu ses rêves partir à tire d'aile, ou je ne sais pas comment on dit, voilà, ça va l'aigrir. Et la pauvre Monique va en faire les frais. Alors qu'elle était sincèrement amoureuse de lui, et elle va vraiment se donner du mal pour que, malgré le fait qu'elle soit tombée enceinte à son propre insu aussi, hein, ils étaient tous les deux jeunes, Monique avait 16 ans, elle va faire en sorte que son couple fonctionne. Sauf que son couple ne va pas fonctionner puisque Binto ne va pas y mettre du sien. Et l'issue que je vous laisserai découvrir dans le livre n'est pas celle qu'on attend. Et ça pose, moi ce qui m'a interpellée, c'est vraiment la problématique du triangle amoureux. Parce qu'effectivement, on peut avoir une relation avec une personne qu'on n'aime pas et être attiré par une autre personne. Alors moi, à l'époque, adolescente, c'était quelque chose que je trouvais bizarre. Je me disais, mais pourquoi il a couché avec elle s'il n'aime pas? Pourquoi il n'est pas resté avec celle qu'il aimait? Quand on est un peu jeune, on a des idées assez tranchées sur les choses. Et puis on a une vision plus ou moins idyllique de l'amour. Et surtout pour les jeunes filles. Et ce qui m'avait interpellée, c'est que dans ce livre, il y avait énormément de morale et il y avait quand même une logique derrière parce que Binto va devoir prendre ses responsabilités. Donc sur le coup, on se dit, bon, le jeune homme, c'est formidable, il assume ses responsabilités, sauf qu'il ne va pas le faire de gaieté de cœur et il va se transformer. Et c'est un livre qui m'avait beaucoup fait réfléchir sur la vie, sur les choix qu'on peut prendre, sur les conséquences qu'ils peuvent avoir. Et c'est un livre qui est très touchant. Et de découvrir par la suite qu'il avait écrit ça du haut de ses 18 ans, parce que c'est un livre qui est très mûr, avec des phrases qui sont assez belles. Alors il y a une phrase qui est assez... il y a une phrase qui est très 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 belle de ce livre, qu'on trouve un peu partout sur le net. Hein. On n'a pas le livre, mais on a la phrase. Donc, comment? Ah, vous avez le livre? Bah, c'est génial. Par contre, je ne saurais pas trouver... Je crois que c'est vers la fin. Ouais, elle peut nous donner son avis aussi. Oh oui, elle va nous donner son avis. Je la sens ouais. Je vais lire la phrase et puis on présentera le livre de la demoiselle. Alors, la citation, c'est celle-ci. « Ce jour-là seulement, je compris qu'il est des femmes qui sont faites pour éblouir, pour allumer les passions et qui sont source de souffrance, puis qu'il en est d'autres, bien que discrètes, assurent à l'homme une vie tranquille avec non moins de plaisir. Monique était de ces dernières. Monique, si je l'avais voulu, aurait toujours su me soutenir, m'aider à lutter et à vaincre. Oui, l'amour de Monique, c'était la plus belle chose que la vie m'eût donnée. J'en étais conscient, maintenant, mais peut-être était-il trop tard. » Et en fait, Binto prend conscience que l'amour, c'est quelque chose de pas si simple finalement.
Et voilà, c'est un livre, moi je dirais que c'est un livre romantique, même s'il est réaliste. Et c'est un très beau livre quand on parle de romantisme dans la littérature africaine. Bon, vous avez vu, je suis de parti pris, hein, évidemment. C'est très particulier hein, parce que bon, quand je vois les livres qu'on a choisis, bon, je ne sais pas si ce sont des livres qui présentent véritablement le romantisme, parce que bon, vivre avec un mari aigri tel que tu le décris, je ne sais pas au jour le jour si ça a été romantique pour... Bah, ce qui est romantique, c'est l'amour de Monique pour Binto en fait. Ah. En dépit de ce qu'Ebinto lui fait subir, elle est énormément amoureuse de son mari. Et je voulais pas le dire, mais elle va écrire une très très belle lettre à Ebinto qui va le faire réfléchir. Donc, c'est un livre d'amour à cause de ça, en fait. Je pense que ça va créer des bonnes questions pour la troisième partie, parce que le romantisme semble aller dans un sens unique. Hein. Bon, vous l'avez lu, donc vous pouvez peut-être nous en dire quelque chose. J'ai pas grand chose à rajouter. Moi, le romantisme, effectivement, il y a l'amour que Monique voit à Ebinto. Il y a aussi la relation Ebinto-Muriel. Exactement. Voilà, il était très amoureux de cette jeune fille. Les circonstances ont fait qu'il ne pouvait pas l'épouser. Pas forcément parce qu'il a dû épouser Monique, mais aussi parce qu'elle vient d'une famille plutôt aisée. Et donc c'était une chose qu'elle ne pouvait pas l'épouser aussi. Donc il y a tout ça. Et puis aussi il y a l'écriture aussi. Donc pour un jeune homme de 18 ans, c'est franchement de très haut niveau. Exactement. Et bon, je l'ai lu aussi quand j'étais au collège. C'était un livre qui était imposé au collège. Et donc, oui, c'est une très belle histoire, très réaliste, parfois difficile, mais bon, elle vaut le coup d'être lue. Voilà, donc c'était les frasques d'Ebinto d'Amadou Koné qu'on vous incite à vous procurer. Parce que bien que l'amour soit le symbole d'un sentiment quelques partagé, minutes de pause avant de être recevoir aimé notre n'est invité jamais ce le soir, signe Robin d'un Bendato, bonheur qui va venir nous parfait. parler des maladies précieuses. Donc, quelques minutes. Vous avez des rafraîchissements à